Compõe a mesa da próxima atividade a excelentíssima desembargadora, diretora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Marieleda Migliorini. Para falar sobre o tema Resolução dos Conflitos Trabalhistas no Canadá, a excelentíssima juíza do Tribunal de Apelação de Quebec, Canadá, e diretora da Associação Canadense dos Juízes das Cortes Superiores, Julie Dutil. Com a palavra, excelentíssima desembargadora Marieleda Migliorini. Bom dia a todos. É um grande prazer termos aqui a nossa colega do Canadá, Julie Dutil, que vai nos abrilhantar com essa conferência, mostrar sua experiência do direito canadense. E sei que nós vamos sair daqui muito mais enriquecidos do que nós já imaginávamos que sairíamos. Mas eu tenho que agradecer muito a vinda da nossa colega, atravessou aí os ares, veio para Florianópolis e se dispôs a compartilhar suas experiências e nos dar essa visão do direito canadense e ampliar os nossos conhecimentos. E quero dizer que ela é uma simpatia. Ela vai falar em francês, mas ela está preocupada com a voz, porque diz que está um pouquinho rouca. Não tem importância, todo mundo vai entender. Nós só teremos aqui a tradução. E aproveitem bastante, depois ela vai ter mais ou menos 1 hora para falar e depois 30 minutos para debates, que ela realmente é uma simpatia. Muito obrigada. Bom, nós teremos, então, aqui o tempo, mas antes eu vou falar um pouquinho do currículo da nossa convidada, Julie Dutil. Ela é juíza do Tribunal de Apelação de Quebec desde 2004, atuando como coordenadora desde 2013. Formou-se em Direito pela Universidade de Laval, Quebec, em 1979. Foi juíza de primeira instância de 1996 até 2004. Foi advogada, atuando na área trabalhista entre os anos de 1981 e 1996. Profere conferências em países como o Canadá, a Austrália, o Senegal, a Espanha, a França e os Estados Unidos. Com a palavra, querida Julie Dutil. Ça va? Bom dia, queridos colegas. Ne vous inquiétez pas, ce sera tout pour mon portugais. Je vais vous ménager mon accent qui serait assez pénible à entendre. Alors, c'est vraiment un plaisir pour moi de me retrouver ici aujourd'hui parmi vous. Et j'espère que ma voix sera bonne pour 1h30 parce que vous savez que les soirées brésiliennes pour une juge canadienne, c'est quand même un exercice qui est plus difficile. En semaine, d'habitude, on se couche plus tôt que ce qui arrive cette semaine. Alors, je voudrais d'abord remercier l'École de magistrature de Santa Catarina, particulièrement les juges Marie-Elena Migliorini et le juge José Lucio Munoz, pour cette vraiment très gentille invitation à venir vous rencontrer ici à Santa Catarina. C'est ma 2e visite au Brésil. J'ai eu la chance, il y a 3 ans, d'aller à Foz do Iguaçu pour une réunion de l'Union internationale des magistrats. Et j'avais vraiment beaucoup aimé votre pays, non seulement le pays, mais la chaleur et les Brésiliens, leur gentillesse. Et ça se confirme cette fois-ci également. Alors, comme vous l'a dit Marie, j'ai été avocate au Canada. On est avocat avant d'être juge. Alors,
J'ai pratiqué pendant 16 ans, 15 ans comme avocate en droit du travail pour les syndicats de la fonction publique et parapublique, les infirmières, les fonctionnaires, les techniciens de laboratoire, plusieurs corps de métier et dans les hôpitaux, les écoles et la fonction publique au Québec. Mais depuis que je suis juge, je suis devenue une généraliste parce que chez nous, on est généraliste. À la Cour supérieure, j'ai fait de tout, sauf du droit criminel. Et à la Cour d'appel, maintenant, on entend des causes en droit criminel, en droit civil et en droit du travail. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ma présentation ce matin va se diviser en deux parties. La résolution des conflits de travail au Canada, mais plus particulièrement le système québécois au Québec. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, les tribunaux, ce qui est quand même assez différent de ce que vous avez ici au Brésil. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler de l'action collective. Quelle est son utilité en droit du travail? En préparant ma présentation, je me disais que bien que le Canada soit un grand pays, il ne se compare pas au Brésil en termes de population. Le Canada est le deuxième plus grand pays au monde, mais il ne compte que 34,4 millions d'habitants, alors que le Brésil est le cinquième, mais a une population de près de 208 millions. Alors, vous allez peut-être trouver certains chiffres petits pour ce qui se passe au Québec par rapport au nombre de causes que vous pouvez avoir ici au Brésil. Mais comme le Brésil, le Canada est une fédération. Nous avons 10 provinces et 3 territoires. Certaines matières sont de compétence fédérale, comme ici, d'autres de compétence provinciale. Oups, non, c'est avec ça. Alors, vous avez un tableau qui est en français, mais on vous a fait parvenir une traduction en portugais qui explique en gros la compétence des provinces. Alors, en droit du travail, ce sont les provinces ont une compétence générale sur les conditions de travail et les relations de travail, alors que le fédéral a une compétence, mais pour les travailleurs d'une entreprise qui relève de sa compétence exclusive. Par exemple, les banques, les entreprises dans les ports, le transport interprovincial. Donc, en général, contrairement au Brésil, où c'est une compétence fédérale, chez nous, c'est une compétence des provinces. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler plus particulièrement de la résolution des conflits en droit du travail et pour la province de Québec, puisque vous entretenir sur chacune des provinces canadiennes, en plus des compétences fédérales en droit du travail, ça prendrait beaucoup de temps. Et je crois qu'on ne m'a pas alloué assez de temps pour faire le tour du Canada aujourd'hui. Mais je pense que ça va vous tracer quand même un portrait assez fidèle de ce qui se fait au Canada. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est intéressant de noter que le Québec est la seule province où le français est la langue officielle. La population est de 8,2 millions, dont 80% est francophone. Un autre aspect intéressant à noter pour des juristes, c'est le système légal particulier du Québec. Les Français ont colonisé le Québec. Ils ont été présents de 1534 jusqu'au traité de Paris, signé en 1763 pour mettre fin à la guerre des 7 ans entre l'Angleterre et la France. Et lors de la signature de ce traité, les Français ont préféré la Guadeloupe et la Martinique au Canada, que l'écrivain Voltaire qualifiait alors de « ce ne sont seulement que quelques arpents de neige ». Alors, c'est comme ça que le Canada est passé aux Anglais. Mais après la conquête des Anglais, de nombreux Français, en fait, seulement que les riches, les nobles sont retournés en France, tous les autres sont restés au Canada.
Et ils ont continué à parler français, à pratiquer leur religion, qui était la religion catholique, et à appliquer les lois françaises. Et dès 1764, l'année après la signature du traité de Paris, qui donnait le Canada aux Anglais, le premier gouverneur Murray a choisi de laisser aux Français d'Amérique leurs lois françaises pour éviter que dans une rébellion, les francophones joignent les Américains dans leur révolution qui débutait alors. Alors, c'est comme ça que le Québec a conservé un code civil français pour le droit privé, mais que pour le droit public, c'est la common law, comme partout ailleurs au Canada, qui s'applique. Par exemple, on a un seul code criminel canadien pour tout le Canada, mais en matière de contrat, d'obligations, de droits réels, c'est un code civil d'inspiration française, le Code Napoléon, qui est utilisé chez nous. Mais ce qui est aussi assez particulier, c'est qu'on applique un code civil français en droit privé, mais que les tribunaux québécois fonctionnent comme tous les tribunaux canadiens à l'anglaise. Alors, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on peut voir en Europe continentale. Ce n'est pas le juge, et ce que j'ai pu observer avant-hier, quand j'ai fait une tournée avec Lucio des tribunaux de droit du travail, où le juge pose beaucoup de questions. Chez nous, l'initiative est laissée aux avocats qui interrogent leurs témoins, lesquels sont contre-interrogés par l'autre partie, et le juge peut compléter avec des questions. Ça fonctionne vraiment comme à l'anglaise, et aussi ça ressemble au système américain un peu pour les procès. Alors, je vais donc vous parler plus particulièrement du système légal québécois en droit du travail. J'espère que ça ne sera pas trop aride dans ce petit matin. Je vais tenter là, de vous expliquer ça simplement. Il y a eu une importante réforme en droit du travail au Québec qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Parce qu'au Québec, comme ailleurs au Canada, et je crois comprendre aussi au Brésil, il y a des efforts importants pour simplifier la justice, pour donner un meilleur accès aux citoyens au système de justice. Alors, le législateur québécois a décidé de regrouper dans un seul organisme ce qui se trouvait auparavant relevé de plusieurs organismes. Maintenant, nous avons une commission qui s'appelle la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Elle comporte 3 divisions: les normes minimales de travail, l'équité salariale et la santé et sécurité au travail. Avant janvier 2016, il existait plusieurs tribunaux administratifs. Et je vais vous expliquer ce qu'on fait, la différence chez nous, là, quand on parle d'un tribunal administratif. Alors, on avait plusieurs tribunaux administratifs pour traiter les cas d'accident d'une part, le code du travail d'autre part, l'équité pouvait être devant un autre tribunal. Maintenant, on a un seul tribunal administratif qui s'appelle le tribunal administratif du travail. Je vais vous... j'y reviendrai après, mais je vais vous expliquer qu'on a les tribunaux judiciaires, et ce que je comprends ici, c'est que les tribunaux du travail, le tribunal du travail est un tribunal judiciaire, alors que chez nous, la première instance et même le niveau d'appel, le tribunal qui entend la grande majorité des affaires en droit du travail, c'est un tribunal administratif. Ce ne sont donc pas des juges comme vous. Ce sont des avocats qui sont nommés pour des périodes de 5 ans renouvelables. En général, ils peuvent passer 10, 15, 20 ans
il y a quand même une indépendance, à moins qu'il y ait un problème particulier, ils vont conserver leur rôle de juge administratif ou de commissaire, mais c'est seulement que dans certains cas exceptionnels, que les cas de droit du travail vont venir devant les tribunaux judiciaires, éventuellement devant ma cour, la Cour d'appel, et ultimement devant la Cour suprême. Alors, le tribunal administratif du travail comporte 4 divisions. Les relations de travail, la santé et la sécurité au travail, la construction et la qualification professionnelle, ainsi que les services essentiels en temps de grève. Alors, on va d'abord voir la commission. La commission, elle a un bien long nom parce qu'ils ont voulu mettre toutes les divisions dans le nom. Alors, la commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Alors, la commission, elle a un rôle particulier. Elle peut réclamer à un employeur, au nom d'un employé, les salaires et autres avantages qui sont dus à un employé. Elle reçoit des plaintes, elle fait enquête, par exemple, dans les cas de congédiement sans cause juste et suffisante, dans les cas de harcèlement psychologique. Si elle juge la plainte fondée, elle peut exercer le droit à la place du salarié devant un tribunal judiciaire ou le tribunal administratif du Québec. Alors, la commission, c'est vraiment une porte d'entrée pour un travailleur, pour tous les sujets qui touchent au droit du travail. Elle a également la responsabilité de voir à l'application de la loi sur l'équité salariale. Une plainte pour un manquement à cette loi peut lui être soumise. Elle fait une enquête en vue de favoriser un règlement. Mais quand il n'y a pas de règlement, elle peut s'adresser, la commission, directement au tribunal administratif. Et si elle omet de le faire, le salarié peut lui-même aller directement au tribunal administratif. Elle voit également à l'application de la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Elle peut s'occuper des dossiers de congédiement, de sanctions, de mesures disciplinaires qui seraient imposées à un salarié parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou encore qu'il a exercé un droit conféré par la loi. La commission, dans les affaires d'accident de travail, c'est elle qui décide en première instance. Là, elle a un rôle de décideur. Dans les affaires d'accident de travail, elle prend une décision en première instance, mais le tribunal administratif du Québec peut réviser cette décision-là. Quant à la loi sur la santé et la sécurité du travail, la commission a entre autres pour fonction d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques relatives à la santé et sécurité du travail. Et si un travailleur est victime d'un congédiement ou d'une sanction ou d'une mesure discriminatoire parce qu'il a exercé un droit prévu à la loi sur la santé et sécurité au travail, par exemple, un travailleur, un matin, refuse de travailler parce qu'il y a des dangers sur ces lieux de travail, un danger imminent, quelque chose, il peut refuser de travailler, faire appel à un inspecteur qui va venir sur les lieux. Et si éventuellement un employeur mécontent du fait qu'un employé a exercé un refus de travail, lui donne une sanction ou le congédie, l'employé va avoir un recours à la commission des normes qui va entendre cette affaire-là de congédiement, cette plainte. Et encore là, le tribunal administratif du Québec va agir comme deuxième niveau de décision si une des parties n'est pas satisfaite de la décision de la commission des normes. Alors, la commission, comme je vous le disais, c'est la porte d'entrée qui permet aux travailleurs de faire valoir de nombreux droits, surtout lorsque
ces travailleurs-là ne sont pas couverts par une convention collective. Alors, je vais tenter de vous expliquer un peu, et c'est peut-être là que c'est important de bien comprendre l'organisation des tribunaux au Québec pour pouvoir suivre le reste de ma présentation. Alors, vous voyez d'un côté du tableau les tribunaux administratifs. Le principal, comme je vous l'ai mentionné, c'est le tribunal administratif du Québec, du travail, qui a une très vaste compétence. Le tribunal des droits de la personne, qui a une compétence pour les questions de charte. On a également l'arbitre de grief, qui entend les affaires relevant de l'interprétation d'une convention collective. Quand les employés sont syndiqués, les syndicats font un grief à un arbitre de grief. Alors, vous voyez que de ce côté-là, le tribunal administratif du travail, la décision, elle est finale. Il n'y a pas d'appel de ces décisions-là, et je vais vous en reparler, mais il y a un contrôle judiciaire exercé par les tribunaux judiciaires. En fait, même quand on dit qu'il n'y a pas d'appel d'une décision d'un tribunal administratif, il y a toujours une porte de sortie si la décision est illégale parce que la compétence du tribunal le tribunal a excédé sa compétence ou n'a pas respecté une règle fondamentale de justice. Un employeur ou un employé peut aller en cour supérieure et ensuite, je vous expliquerai en cour d'appel et peut-être en cour suprême. Alors, et la même chose pour l'arbitre de grief. Sa décision est finale, mais il y a un recours, un pouvoir de contrôle judiciaire de la part des tribunaux supérieurs, tandis que le tribunal des droits de la personne, les décisions, compte tenu que ce sont des questions de charte, d'application de droit, il y a un appel direct à ma cour, à la cour d'appel et éventuellement à la Cour suprême. Alors, plutôt que d'aller où je crois que vous allez pouvoir avoir en main les autres pages du PowerPoint où je vais plus en détail sur chacun des tribunaux. Je vais laisser pour que vous puissiez bien suivre ce tableau-là qui vous donne le portrait de l'organisation des tribunaux au Québec. Alors, si on revient au tribunal administratif du travail, c'est celui qui a la plus large compétence. Et depuis le 1er janvier 2016, il entend la plupart des recours civils en droit du travail. Comme je vous le disais, ces décisions sont finales, mais soumises au pouvoir de contrôle de la Cour supérieure, qui est le tribunal de droit commun au Canada. Et c'est comme ça partout au Canada, parce que la Cour supérieure, c'est le plus haut tribunal de première instance, et il est créé par la Constitution canadienne. L'article 96 de la Constitution canadienne dit que la Cour supérieure a un pouvoir de contrôle sur tous les tribunaux inférieurs au Canada. Sauf la Cour d'appel peut réviser les décisions. La Cour d'appel est au-dessus. La Cour d'appel est une cour supérieure, mais d'appel peut réviser les décisions de la Cour supérieure. Alors, mais le tribunal administratif, sa décision ne peut aller devant la Cour supérieure que par le biais d'un recours qu'on appelle un recours extraordinaire, qui ne peut être exercé que pour un excès de compétence ou une irrégularité grave de la décision. Alors, somme toute, ces recours sont peu nombreux si on compare au nombre d'affaires qui sont entendues chaque année par le tribunal administratif du travail. Et heureusement qu'ils sont peu nombreux parce que quand un contrôle judiciaire est exercé, alors là, les délais allongent considérablement.
parce que devant les tribunaux supérieurs, en cour supérieure, ça peut aller assez rapidement, mais ensuite, les délais s'allongent pour aller en appel et éventuellement à la Cour suprême. À la Cour d'appel, une décision de la Cour supérieure en pourvoi de contrôle judiciaire, ça ne se fait que sur une permission d'un juge de ma cour. Et la permission ne sera accordée que si une question importante doit être soumise à la Cour parce qu'il y a une controverse en jurisprudence, parce que c'est une question nouvelle ou une question de principe. Alors, il n'y a un appel que sur permission. Et dans certains cas encore plus rares, il peut y avoir un appel à la Cour suprême du Canada. Mais il faut savoir que la Cour suprême du Canada n'entend que 85 pourvois au maximum par année pour tout le Canada, en toute matière, criminelle, civile, droit du travail. Alors, vous comprendrez qu'il faut une question d'une grande importance, une question de principe en droit du travail pour que la Cour suprême se saisisse d'un appel en cette matière. Donc, la Cour d'appel, les cours d'appel des provinces, ma cour pour le Québec, normalement, c'est la décision finale dans 99,5% des cas. Dans sa division droit de relations de travail, le tribunal administratif du travail tranche les litiges qui résultent du Code du travail, de la loi sur les normes du travail, de l'équité salariale et de la charte de la langue française. Je vais vous donner quelques exemples de recours en vertu du Code du travail qui relèvent de la compétence du tribunal administratif du travail. Par exemple, les affaires d'ingérence dans une association de salariés ou d'employeurs. Une affaire qui concerne l'usage d'intimidation ou de menaces pour amener une personne à devenir membre ou à s'abstenir de devenir membre ou à cesser d'être membre d'un syndicat. Une requête en accréditation syndicale ou en révision d'une accréditation ou encore en révocation d'une accréditation, ou le manquement à un devoir de représentation de la part d'un syndicat. En vertu de la loi sur les normes du travail, le tribunal administratif du travail entend les recours suivants. S'il n'y a pas de règlement devant la commission entre les parties à la suite de la réception d'une plainte par la commission pour une pratique interdite, par exemple, s'il y a une plainte pour le congédiement d'une salariée enceinte, un congédiement en raison de l'exercice par un salarié d'un droit qui est prévu à la loi sur les normes du travail ou d'un congédiement dans le but d'éluder l'application de la loi sur les normes du travail. Alors, quand il n'y a pas un règlement qui peut intervenir devant la commission, le tribunal du travail, administratif du travail l'entend. S'il n'y a pas de règlement à la suite d'une plainte d'un salarié à la commission pour du harcèlement psychologique, dans les cas de congédiement sans cause juste et suffisante, ça c'est réservé aux employés qui ont plus de 2 ans de service au service d'un même employeur pour les salariés. S'il n'y a pas de règlement du congédiement devant la commission, le tribunal administratif entend l'affaire. Quant au recours en vertu de la charte de la langue française, il vient protéger les salariés, et ça c'est une particularité pour le Québec, qui ne sont pas régis par une convention collective, contre une sanction qui est imposée en raison de la mauvaise connaissance d'une langue autre que le français. Parce que vous savez, les Québécois, on se bat pour conserver notre langue depuis plusieurs siècles.
Alors, on veut éviter, on est entouré de 350 millions d'anglophones, on veut éviter de perdre notre langue, donc il y a une loi pour protéger les travailleurs. Un employeur ne peut pas exiger qu'un travailleur parle l'anglais, à moins que ce soit essentiel. Si vous travaillez dans le domaine des affaires internationales et que vous ne parlez pas anglais, l'employeur peut refuser de vous donner une promotion. Mais en d'autres temps, si vous travaillez dans une usine et que l'anglais n'est pas nécessaire, il y a un recours pour un travailleur qui aurait une sanction parce qu'il ne maîtrise pas une autre langue que le français. Alors, l'employeur, dans ces affaires-là, doit démontrer que l'accomplissement de la tâche nécessite la connaissance ou un niveau spécifique d'une langue autre que le français. Enfin, la division des relations de travail, elle a également compétence pour entendre et trancher les litiges qui découlent de l'application de la loi sur l'équité salariale. Une autre division importante du tribunal administratif du travail est celle de la santé et sécurité du travail. Cette division entend les contestations des décisions de la commission qui concernent les accidents de travail et les maladies professionnelles, mais elle est également saisie des contestations de décisions de la commission qui concernent les tâches qu'un salarié est raisonnablement en mesure d'exercer à la suite de l'exercice d'un retrait préventif du travail. Par exemple, une salariée enceinte peut être retirée de ses tâches habituelles et la commission peut décider, d'accord, vous ne pouvez pas exercer cette tâche-là, mais vous pouvez exercer telle autre tâche. La salariée enceinte peut refuser et là, s'il y a un litige, à la suite de la décision de la commission, le tribunal administratif du travail va trancher l'affaire. Ça peut aussi être un litige relativement à un ordre ou à une décision d'un inspecteur qui fait enquête, par exemple, sur un chantier de construction, qui ordonne la fermeture du chantier, qui ordonne des mesures particulières. Il y a un appel de cette décision-là devant le tribunal. Le tribunal administratif du travail a par ailleurs compétence en ce qui concerne les services essentiels qui doivent être maintenus pendant une grève ou l'exercice de moyens de pression dans les services publics, comme les hôpitaux, ou dans les secteurs publics ou parapublics. Il statue en outre sur les affaires qui découlent de la loi sur les relations de travail dans le domaine de la construction. Mais un autre acteur important du milieu du droit du travail au Québec, c'est l'arbitre de grief. L'arbitre de grief, on le considère, et en discutant avec Lucio, je réalise qu'on a des différences. Chez nous, on appelle l'arbitre de grief, c'est un tribunal d'arbitrage, alors qu'ici, ce n'est pas un tribunal, mais en fait, c'est un titre, mais c'est très différent d'un tribunal judiciaire. Alors, parce qu'il dispose de pouvoirs qui lui sont accordés par le Code du travail. La sentence arbitrale, elle est finale et sans appel, mais comme la décision du tribunal administratif du travail, elle est soumise au pouvoir de contrôle judiciaire de la Cour supérieure, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques minutes. L'arbitre de grief, lui, il a une compétence exclusive pour entendre toutes mésententes relatives à l'application et à l'interprétation d'une convention collective. Et ça, la Cour suprême en a fait une interprétation très large. Dès qu'un litige et je vous en reparlerai lorsque je vais vous parler de l'action collective, lorsqu'un litige touche de près ou souvent même de loin une convention collective, mais qui peut être rattaché à la convention, c'est l'arbitre plutôt que le tribunal judiciaire qui a une compétence. Et même certaines lois réfèrent des recours à l'arbitre de grief lorsque les salariés sont syndiqués. Par exemple, les litiges qui découlent
de la Charte de la langue française peuvent être référés à un arbitre de grief, ou un recours en harcèlement psychologique en vertu de la loi sur les normes peuvent, quand l'employé est syndiqué, être référés à un arbitre. Les dernières statistiques que j'ai pu retracer pour l'arbitrage ne sont pas très récentes, elles remontent à 2011-2012. Ça indique qu'au Québec, il y a eu 1021 décisions rendues par des arbitres de grief. De ce nombre, il y en a eu 43,4% dans le secteur privé, 56,6% dans le secteur public. Alors, vous allez certainement trouver que les chiffres sont bien petits. Mais il faut ajouter à cela environ 7000 autres dossiers qui sont entendus par le tribunal administratif. Mais c'est certain que les chiffres que j'ai entendus sur le nombre de dossiers entendus par les tribunaux du travail, même à Santa Catarina, dépasse de beaucoup ce qu'on a au Québec. Les tribunaux judiciaires, donc, l'autre partie du tableau, ont aussi certaines compétences en droit du travail. La Cour du Québec, qui est le premier tribunal de première instance, elle entend des affaires qui ont une valeur de moins de 85 000 $. En réal, c'est 217 500 réals. Alors, toutes les affaires de moins de 217 500 réals, la Cour du Québec les entend. Et elle entend également les recours qui sont intentés par la Commission des normes au nom des salariés pour réclamer, par exemple, le salaire minimum qui n'a pas été payé à un salarié. Elle peut entendre un congédiement d'un cadre ou d'une personne qui n'est pas un salarié au sens du code. Donc, ça peut être un cadre supérieur ou un cadre intermédiaire si la réclamation ne dépasse pas le montant de sa compétence. Elle peut être également saisie d'un litige en vertu qui découle de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, parce que le tribunal des droits de la personne, qui est un tribunal administratif, n'a pas une compétence exclusive en cette matière. Et finalement, il y a la Cour supérieure, qui, comme je vous l'ai mentionné, est le tribunal de droit commun au Québec, comme partout au Canada. Elle entend les litiges de plus de 217 500 réals, et elle est investie de l'important pouvoir de contrôle judiciaire sur tous les tribunaux du Québec, mais sauf sur la Cour d'appel, parce que c'est la Cour d'appel qui peut réviser ses décisions, parce que les juges de la Cour d'appel sont des juges nommés en vertu de l'article 96 également de la Constitution canadienne. Alors, je veux souligner également le fait, j'ai eu des discussions avec des juges brésiliens et avec Marie sur ce sujet, que devant la majorité des tribunaux québécois, et c'est la même chose à travers le Canada, il y a de la médiation ou de la conciliation. Nous, les termes, là, certains tiennent au terme médiation, d'autres appellent ça de la conciliation. En général, moi, j'appelle ça une médiation judiciaire, dans certains cas faite par des juges ou faite par des conciliateurs devant la commission des normes. Alors, c'est très encouragé et c'est maintenant devant tous les tribunaux. Alors, au tribunal administratif du travail, ce sont des conciliateurs spécialisés qui font la conciliation, qui est selon la volonté des parties, mais qui est fortement encouragée avant que le tribunal entende la cause. Mais en Cour du Québec, en Cour supérieure et même en Cour d'appel, il y a une médiation qu'on appelle une médiation judiciaire. Alors, j'ai préparé, je pourrais vous en reparler si ça vous intéresse dans la période de questions, mais la médiation à ce moment-là est menée par un juge qui rencontre seuls les parties
et tout est confidentiel. Et chez nous, le juge qui fait la médiation judiciaire n'entend pas l'affaire. Ça demeure confidentiel. On n'en parle pas aux collègues qui vont entendre l'affaire. Et moi, je trouve souvent que c'est presque magique le taux de règlement. Je fais de la médiation judiciaire depuis 2001 et je crois bien avoir un taux de succès qui doit frôler les 85 parce que les gens qui viennent en médiation judiciaire devant un juge de la Cour supérieure ou de la Cour d'appel veulent régler. Ça, déjà, c'est un bon point. Et deuxièmement, le fait qu'un juge leur parle, l'effet est assez, c'est assez évident. Alors, on pourra en reparler si ça vous intéresse. Alors, le droit du travail au Québec régit tant les rapports individuels que les rapports collectifs. Et la réforme de janvier 2016, elle vise à rendre les tribunaux plus efficaces, les tribunaux administratifs, parce que c'est eux qui entendent la totalité, en première instance, ou presque, des affaires en droit du travail. Il est trop tôt encore, peut-être, pour juger du succès de cette réforme, et il faut espérer qu'elle donnera les résultats escomptés, parce que les litiges qui touchent l'emploi, non seulement, ou la santé des travailleurs, non seulement ont un impact majeur dans la vie de ces derniers, mais également ça affecte toutes les familles de ces travailleurs. Alors, il faut non seulement que la justice soit rendue promptement, mais il faut que ce soit une justice de qualité. Alors, je pense que c'est très bon de régulièrement revoir nos façons de faire et d'innover en cette matière-là tout en respectant la règle de droit. Mais je constate d'ailleurs qu'au Brésil, vous êtes très actifs à chercher toujours des nouvelles solutions et à vouloir améliorer votre système également. Alors, le législateur au Québec a tenté de faciliter l'accès à la justice pour les travailleurs en instituant un guichet unique pour la plupart des recours, la Commission des normes du travail, de l'équité, de la santé et sécurité et du travail. Elle a un rôle très important. Elle peut représenter les travailleurs devant les tribunaux judiciaires sans que ces derniers aient à supporter des frais d'avocat. Elle tranche également de nombreux litiges. Mais notre système, comme je vous le disais, fait quand même en sorte qu'à l'occasion, ça se transporte devant les tribunaux judiciaires. Et là, les choses peuvent se compliquer passablement pour le travailleur qui n'est pas représenté par un syndicat. Mais heureusement, ces cas-là sont peu nombreux, compte tenu qu'il s'agit d'un recours extraordinaire et non d'un recours ouvert pour tous les litiges. Alors, c'est un tour d'horizon rapide là, pour vous, qui vous explique le fonctionnement des tribunaux au Québec pour les différentes affaires en droit du travail. Alors, j'arrive, je ne sais pas pour le temps, si j'ai encore du temps, j'imagine, je vais vous parler de l'action collective. Et là, je vais aller au deuxième, the second one. L'action collective, et là, je ne sais pas si vous avez, je crois que vous avez des actions collectives, mais je ne sais pas en droit du travail s'il y en a beaucoup. Mais alors, vous savez que c'est une procédure assez particulière qui permet à une personne d'entreprendre un recours judiciaire cette fois, sans mandat, au nom de tous ceux qui se trouvent dans une situation identique à la sienne. En fait, l'action collective, c'est une procédure judiciaire qui vise à regrouper un grand nombre de recours, lesquels, autrement, devraient être entendus individuellement. Dans plusieurs cas, les justiciables ne seraient peu enclins à s'adresser aux tribunaux judiciaires parce que le montant de leur réclamation est trop peu important et ils n'auraient pas les moyens de supporter un tel recours. Alors, il faut souligner que la plupart des recours, des actions collectives, là, ici, vous allez entendre
parfois l'expression recours collectif, d'autres fois action collective. J'essaie d'employer le terme action collective. Il y a eu une réforme du Code de procédure civile également en janvier 2016, et maintenant on utilise le terme action collective plutôt que recours collectif. Alors, mais si vous m'entendez parler d'un recours collectif, c'est la même chose. Alors, la plupart des actions collectives sont de la compétence de la Cour supérieure, vu l'importance des montants en jeu. Dès que ça dépasse le 217 500 réals, c'est en Cour supérieure. Alors, en général, ces recours-là, qui regroupent de nombreuses personnes, dépassent la compétence de la Cour du Québec. Alors, l'action collective, elle facilite l'accès à la justice pour les citoyens qui partagent des problèmes communs. Elle vise à dissuader l'exploitation des victimes en facilitant l'indemnisation de celles-ci. C'est donc une action qui doit être encouragée plutôt que dissuadée. Et les tribunaux canadiens, guidés par la Cour suprême du Canada, donnent une interprétation, large, libérale et souple de l'action collective parce qu'elle a une portée sociale. Mais il faut toutefois noter que c'est un véhicule procédural dont l'emploi ne modifie pas le droit substantif. Le Code de procédure civile établit des règles particulières pour l'action collective. Et ce qui est très important, c'est qu'elle doit d'abord être autorisée par le tribunal. Et pour pouvoir obtenir une autorisation, il y a 4 conditions à être respectées. La première, les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de faits identiques, similaires ou connexes. Et je vais revenir à chacune des conditions. Les faits allégués paraissent, donc prima facie, paraissent justifier les conclusions recherchées. Troisièmement, la composition du groupe, ça rend difficile ou peu pratique l'application des règles sur le mandat d'ester en justice pour le compte d'autrui ou la jonction des instances. Et quatrièmement, le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres. Alors, en fait, cette étape d'autorisation, ça permet le filtrage des demandes. À leur face même, les réclamations doivent avoir un certain fondement afin d'éviter que ne soient intentés des recours qui sont fantaisistes, insoutenables, manifestement mal fondés ou frivoles et qui utiliseraient inutilement les ressources des tribunaux. Mais le fardeau de démonstration à l'étape de l'autorisation n'est pas très lourd. Il faut simplement démontrer une apparence de droit ou une cause qui est défendable. Mais quand les 4 critères sont satisfaits, le juge doit accorder la permission. Il n'a pas de discrétion. À ce stade, il doit éviter de se pencher sur le fond. Au Québec et au Canada en général, l'action collective en droit du travail est peu utilisée si on la compare à celle liée à l'environnement et à la protection du consommateur. Et il y a plusieurs défis qui se présentent à l'étape de l'autorisation. Le principal défi est celui de démontrer que le recours soulève des questions de droit et de faits identiques, similaires ou connexes. Il y a beaucoup de débats devant les tribunaux sur cette première condition. Par exemple, en droit du travail, chaque salarié a des caractéristiques qui lui sont distinctes et individuelles et qui peuvent nécessiter, dans certains cas, une analyse individuelle plutôt que collective pour déterminer les droits. On peut penser au salaire, l'âge, l'éducation, l'ancienneté dans l'entreprise ou la performance du salarié. Ces caractéristiques peuvent avoir un impact sur l'appréciation de la conduite du travailleur.
Dans l'arrêt Western Canadian Shopping Centers contre Dutton, la Cour suprême mentionne que même s'il n'est pas essentiel que tous les membres de l'action collective présentent des situations identiques vis-à-vis de la partie adverse, les demandes doivent toutefois partager un élément commun important afin de justifier l'utilisation de ce véhicule procédural. Le troisième critère pose également certaines difficultés. En effet, il faut établir que la composition du groupe, ça rend difficile ou peu pratique l'application des règles sur le mandat d'ester en justice pour le compte d'autrui ou sur la jonction d'instances. Les personnes visées par l'action collective en droit du travail sont bien souvent connues du représentant et facilement identifiables puisqu'il s'agit habituellement de collègues de travail. Quant au quatrième critère, il concerne le représentant du groupe. Celui-ci doit être en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres. Or, les intérêts des membres du groupe peuvent diverger. Encore là, l'âge, le niveau d'emploi, le fait d'être retraité ou non retraité, cela peut rendre la tâche du représentant plus difficile quand vient le temps de faire la démonstration qu'il peut bien tous les représenter. Je vais m'attarder au premier critère qui doit être satisfait pour obtenir l'autorisation d'exercer l'action collective. Et en ce faisant, je vais faire une brève revue de la jurisprudence à cet égard, un peu au Québec, mais aussi en Ontario, qui est une autre importante province canadienne, de common law cette fois. Mais vous allez voir que même si le Québec a codifié les critères sont à peu près les mêmes partout au Canada, bien que la Cour suprême reconnaît qu'au Québec, ils sont appliqués de façon un peu plus souple. Avant 2007, les actions collectives étaient assez rares en droit du travail au Québec, alors qu'elles étaient chose courante déjà aux États-Unis. Il y a eu une trilogie d'arrêts à la Cour d'appel d'Ontario qui date du 26 décembre 2012 et elle nous fournit des illustrations de la problématique que pose la nécessité des questions communes, soit le premier défi à surmonter pour obtenir une autorisation d'intenter une action collective en droit du travail. Je vais vous parler brièvement de deux de ces affaires-là qui sont particulièrement intéressantes. La première est celle qui a provoqué le premier bouleversement pour les employeurs à la suite d'une action collective. Elle a vu le jour en 2007 en Ontario, alors qu'une action collective de 651 millions de dollars, j'ai converti en réel 1 666 468 319 réals. Alors, c'était une action très importante qu'une dame a intentée contre son employeur, une banque, pour réclamer des dommages et intérêts pour du temps supplémentaire non payé. Dans cette affaire, le juge de première instance avait refusé l'autorisation d'exercer un recours collectif en raison du fait que, selon lui, le recours était fondé sur une politique de pré-approbation du temps ou d'approbation préalable du temps supplémentaire. Or, comme le juge trouvait que la politique d'approbation préalable était légale, il avait décidé de ne pas autoriser l'action. La Cour d'appel d'Ontario a accueilli l'appel et autorisé l'action collective. Elle a jugé qu'à cette étape, les allégations factuelles de la procédure qui est écrite doivent être tenues pour avérées. Le juge doit considérer que ce qui est mentionné là, c'est exact et ça justifiait qu'une action collective soit portée devant le tribunal. Parce que si l'employeur demandait régulièrement aux employés de faire du temps supplémentaire sans les compenser parce qu'ils n'avaient pas donné d'approbation préalable ou parce que les membres du groupe recevaient comme instruction de ne pas
noter leurs heures supplémentaires, il n'est pas évident à l'étape de l'autorisation que cette action n'aurait pas de succès. Alors, il y avait des actions communes selon la Cour d'appel et le juge, dans ce cas-ci, avait erré en s'arrêtant au cas de chacun des membres du groupe. Il aurait dû se demander plutôt s'il y avait un fondement aux allégations du représentant du groupe selon lesquelles les politiques et les pratiques de la banque, qui était l'employeur, empêchaient les employés d'être rémunérés selon les termes express ou implicites de leur contrat. Dans un deuxième arrêt, la Cour d'appel a toutefois rejeté une demande d'autorisation d'une action collective formée contre le Canadien National, une compagnie de chemin de fer. Le représentant disait que l'employeur classait erronément comme gestionnaire un trop grand nombre de personnes, de salariés, ce qui les empêchait d'avoir du temps supplémentaire. Alors, dans ce cas-là, la Cour d'appel a déterminé que pour vérifier si chacun des salariés était bien classé ou non, là, il fallait s'attarder aux conditions particulières de chacun et donc, ça ne pouvait pas faire l'objet d'une action collective. Alors, au Québec, on a une jurisprudence qui est équivalente. On a une affaire intéressante qui impliquait le gouvernement du Québec. Une action collective avait été intentée par un représentant qui soutenait que les étudiants engagés pendant l'été par le gouvernement étaient victimes de discrimination parce qu'ils n'étaient pas payés au même salaire que les employés réguliers qui effectuaient les mêmes tâches. L'action n'a pas été autorisée parce qu'encore là, cela aurait nécessité une analyse des tâches de chacun, des qualifications de chacun, donc ça ne pouvait pas se traiter de façon collective. Dans une autre affaire, il y a eu une réclamation au gouvernement du Québec en vertu de la loi sur la fête nationale. La Cour supérieure et la Cour d'appel, toutes les deux, ont jugé que le montant de compensation de cette fête qui n'avait pas été payée serait peut-être différent pour chaque salarié en raison du salaire qu'il gagne, mais il y avait une question commune, c'était de déterminer si en vertu de la loi sur la fête nationale, les employés avaient droit ou non d'être payés. Alors, outre les affaires de réclamation de salaire, il y a aussi des actions collectives en matière de régime de retraite. Elles se sont multipliées au début des années 2000, mais elles portaient surtout sur la délicate question de la propriété et de l'utilisation des excédents d'actifs ou les surplus dans les caisses de retraite. Par la suite, les tribunaux ont été amenés à se pencher sur les problèmes posés par les difficultés financières d'entreprises qui, dans certains cas, ont entraîné la terminaison de régime ou encore la diminution des prestations de retraite. Alors, encore là, à première vue, l'action collective est le véhicule idéal pour traiter ce genre de litige. Mais au stade de l'autorisation, il y a de nombreux recours de ce type qui ont été rejetés à cause de l'absence de compétences de la Cour supérieure à l'égard des régimes de retraite. Et je vais passer rapidement sur ça. Il y a une décision de la Cour suprême qui impliquait l'Université Concordia où il y avait 9 syndicats, tous couverts par un régime de retraite, un même régime de retraite, et l'université avait décidé de prendre des congés de cotisation et de recevoir l'excédent des actifs du régime de retraite, de les prendre et de payer des frais d'administration du régime avec le régime de retraite des employés. Alors, il y avait 9 syndicats. 8 des syndicats ont intenté un recours collectif. Un
a accepté ce que l'employeur proposait. Et l'Association des professeurs alors l'action a été portée devant la Cour supérieure, mais l'Association des professeurs a présenté une requête à la Cour supérieure pour lui demander de se dessaisir de l'affaire parce que c'était de la compétence d'un arbitre de grief. Alors, la Cour supérieure a suivi ça, a décliné sa compétence. Ma Cour a renversé la décision en disant que la Cour supérieure avait compétence parce qu'il y avait un très grand nombre de syndicats, un très grand nombre d'employés. Ça ne pouvait pas faire l'objet d'un grief devant un arbitre. Mais la Cour suprême du Canada a renversé la décision et elle s'est divisée à 4 juges contre 3 juges. Alors, ils ont rétabli la décision de première instance et renvoyé l'affaire à un arbitre de grief. Alors, les juges majoritaires ont déterminé que dans les circonstances, l'action collective était incompatible avec la compétence exclusive de l'arbitre de grief, avec la compétence exclusive de l'arbitre de grief, c'est ça, et qu'avec la fonction représentative des syndicats accrédités. Attendez un peu là. Les juges majoritaires, eux, plutôt ont dit que c'était de la compétence de l'arbitre de grief, et selon eux, même si la situation était très complexe, elle ne justifiait pas d'écarter les règles fondamentales des rapports collectifs de travail qui renvoient toutes les affaires à l'arbitre de grief. Mais les 3 juges dissidents, dont la juge en chef de la Cour suprême du Canada, ne partageaient pas ce point de vue-là. Ils étaient d'avis que le régime de retraite transcendait chacune des conventions collectives et, en conséquence, pour les juges minoritaires de la Cour suprême, le seul tribunal habilité pour trancher le litige était la Cour supérieure. Alors, ce n'est pas chose simple dans tous les cas de savoir à quel tribunal s'adresser, parce que même les plus grands juristes du pays ne s'entendent pas dans certains cas. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps là, de passer peut-être. Je vais peut-être aller directement. Oui. Alors, simplement pour vous dire que l'étape de l'autorisation est cruciale. C'est une procédure, mais c'est crucial. C'est un filtre, mais il est semé d'embûches et il peut entraîner des délais qui sont très importants. L'action collective peut mettre des années à être entendue au fond par un tribunal. Il faut être patient, il faut avoir des moyens financiers pour supporter ce type de procédure, pour éventuellement avoir gain de cause. Mais il est à noter qu'au Québec, nous disposons d'un fonds d'aide aux actions collectives. Il a pour fonction non seulement d'apporter une aide financière aux personnes qui désirent intenter une action collective, mais également de diffuser de l'information relative à l'exercice du recours. La demande d'aide, elle doit être présentée avant que l'action soit intentée. Et si elle est acceptée, elle peut couvrir les frais d'avocat, les frais d'expertise, les frais de publication d'avis dans les journaux, les frais de cours et les autres frais nécessaires à l'exercice du recours. En 2015-2016, le Fonds a entendu 117 demandes d'aide financière et en a accepté 40. Mais de ce nombre, il n'y en avait seulement que 2 en droit du travail. Au total, les bénéficiaires de l'aide se sont partagés 2 102 580 $, soit 6 650 778 réals. Cette année-là, en 2015-2016, il y avait 461 actions collectives au Québec. 26 % étaient financées, 74 % ne l'étaient pas. Souvent, les avocats prennent des actions collectives à pourcentage, ce qui permet quand même un grand nombre d'actions collectives quand le fonds n'est pas impliqué. Enfin,
en 2015-2016, il y a eu 42 règlements hors cours. Lorsque l'action est autorisée, on voit très souvent des règlements. À ce moment-là, les défendeurs réalisent qu'ils auront peut-être moins de chances au bout du parcours d'avoir gain de cause. Alors, en 2015-2016, 42 règlements hors cours, 7 autorisations accueillies, 7 rejetées, une action après procès accueillie, une action après procès rejetée, et aucune action accueillie. Et il y a eu 13 désistements. Souvent, les actions collectives sont intentées dans plusieurs provinces à la fois pour des problèmes communs. Et quand une se règle, les actions dans toutes les provinces se règlent. Alors, c'est pour ça qu'il y a de nombreux désistements. Donc, l'action collective, c'est un outil qui est formidable pour donner accès à la justice à ceux qui, bien souvent, n'en auraient pas. Elle a un rôle important dans le système judiciaire canadien, mais hélas, elle comporte son lot de difficultés. Les délais sont souvent très longs. Le processus d'autorisation et les appels qui en découlent en raison de l'importance des enjeux font en sorte que plusieurs années peuvent s'écouler entre le moment où l'action est intentée et le jugement final. Dans le dossier Fresco contre la CIBC, le dossier contre la banque pour le temps supplémentaire dont je vous ai parlé un peu plus tôt, il a débuté en 2007. La Cour d'appel de l'Ontario a autorisé le recours en 2012. Et lorsque j'ai tenté de voir ce qui s'était passé, de trouver quel sort avait été réservé à cette affaire-là, j'ai constaté que la semaine prochaine, les parties sont encore devant le tribunal, semble-t-il, pour une dernière étape. Alors, lorsque l'action collective est autorisée, les procédures deviennent les mêmes que pour tous les procès. Mais il s'agit généralement d'un gros et même d'un très gros procès, ce qui entraîne des coûts et des délais. Alors, mais comme je vous le disais, quand même, on a plusieurs règlements, ce qui permet des solutions très intéressantes pour les parties. Au Québec, il y a un juge à la Cour supérieure qui est chargé de la gestion de l'action collective dès qu'elle est intentée. Et normalement, il demeure saisi de l'action du début à la fin et il entend le procès. Ça vise à permettre une gestion plus serrée et à limiter les délais. Mais les dossiers nécessitent souvent des nombreux rapports, des interrogatoires hors cours. Ils requièrent souvent plusieurs journées d'audition et même plusieurs semaines. Bref, une action collective, ce n'est pas une mince affaire. Mais elle est là pour rester. Elle connaît un essor de plus en plus grand, mais les tribunaux ont un rôle crucial à jouer afin de s'assurer que ce formidable outil soit utilisé à bon escient. Il faut éviter de paralyser le système judiciaire avec des procédures qui n'auraient que peu de chances de succès. Et en droit du travail, l'action collective peut être très utile. Son degré d'utilité peut varier cependant selon les autres cours qui s'offrent aux salariés. Lorsqu'un salarié est syndiqué, il pourra généralement ou devra généralement se tourner vers l'arbitre de grief avec l'aide de son syndicat. Lorsqu'il n'est pas syndiqué, tout dépend des lois qui le protègent. Au Québec, plusieurs réclamations, dont celles concernant le salaire minimum et le temps supplémentaire, peuvent être faites au nom du salarié par la Commission des normes. Cela explique peut-être en partie pourquoi les recours collectifs en droit du travail ne sont pas si fréquents chez nous. Alors, ça complète ma présentation. C'est un bref tour et je suis consciente que nos systèmes étant quand même assez différents, vous avez peut-être là bien des interrogations et peut-être que ma présentation en ce matin, lendemain d'un dîner qui s'est terminé tard, était plus difficile à comprendre, mais si je peux répondre à vos questions pour éclairer ce qui n'aurait pas été clair, ça me fera plaisir. Alors, obrigada.
Merci, Julie, pour la conférence. C'est très, très intéressant. Pardon, je me trompais un peu avec le temps. Je me trompais un peu avec le temps quand tu m'as demandé. Desculpa. Obrigada pela brilhante conferência. São 4 horas de sono só que tanto ela quanto eu estamos, e Lúcio também. Ficamos todos conversando até tarde da noite, fomos jantar e isso que aconteceu. Mas, enfim, muito obrigada mesmo, brilhante conferência, apesar do sono. E agora nós teremos 30 minutos. A Cíntia me ajuda de novo a marcar, porque eu me perco um pouco, esqueço que tenho que marcar o tempo. 30 minutos para os debates. Então, quem quiser fazer perguntas. Bom dia. Queria agradecer à doutora Julie pela palestra, que nos esclareceu importantes aspectos dos tribunais do trabalho no Canadá. E fiquei curiosa a respeito da mediação judiciária, que a senhora postergou para análise agora nas respostas. Se a senhora puder falar um pouquinho disso, e complementando a pergunta, eu queria saber se há mediação também na primeira fase nos tribunais administrativos. Obrigada. Alors, merci pour votre question. Merci pour votre question qui me donne l'occasion d'aller un peu plus en profondeur sur ce sujet-là. Oui, au tribunal administratif, pour commencer par cette étape, il y a la conciliation les conciliateurs systématiquement offrent dans chaque dossier la conciliation. Et ce sont des conciliateurs spécialisés qui rencontrent les parties et les avocats. Et ça fait très longtemps que ça existe. Quand j'étais avocate, il y a de cela pas mal d'années maintenant, ça existait déjà. Mais la différence, c'est que devant les tribunaux judiciaires, depuis 1995, on a débuté, et c'est d'ailleurs à la Cour d'appel du Québec que ce système a été mis au point, et par une de mes collègues qui a donné des conférences partout dans le monde pour expliquer comment on fonctionne. La médiation judiciaire, elle peut être faite en première instance. Alors, ce qu'on fait, on identifie à la cour d'appel, on a peut-être moins de dossiers, c'est plus facile, mais systématiquement, on examine un membre du personnel, examine tous les dossiers pour voir si c'est une affaire qui peut se prêter à une médiation judiciaire. Si c'est le cas, on va envoyer une lettre. Il en parle au juge responsable de la médiation. On envoie une lettre aux parties et on sollicite. On leur offre une médiation devant un juge et c'est gratuit parce qu'ils peuvent faire devant un avocat à l'extérieur de la médiation, mais ils doivent payer le médiateur. Tandis qu'à la cour, quand le recours est déposé, le juge va faire ça gratuitement. Alors, on offre par écrit ou à d'autres occasions, ce sont les parties qui connaissent le système qui vont demander à être vus en médiation. Quand ils font cette demande, on exige qu'ils signent un document garantissant que tout ce qui va se dire en médiation sera confidentiel. Le but, c'est que les gens puissent parler ouvertement à un juge qui ne jugera pas l'affaire. La première chose que je leur dis au début, c'est que je ne déciderai rien, je les fais discuter, j'essaie de les aider à trouver une solution, mais ce qui se dit en médiation reste en médiation, particulièrement pour la première instance. S'ils font devant la Cour supérieure une médiation, ils ne peuvent pas aller, s'ils ne règlent pas, aller en procès et dire en médiation, ils m'ont offert tant d'argent. Ils ne peuvent pas utiliser ça. Alors, c'est vraiment, on tente de régler l'affaire, d'aller même plus loin quelquefois que juste la cause. Par exemple, dans les affaires familiales, quelquefois, on règle même un peu plus que ce qu'il y a devant nous. Mais c'est secret et le juge qui fait la médiation n'entend pas le dossier. Moi, quand je fais une médiation, je le faisais en première instance et je le fais maintenant en appel,
Si je fais une médiation, je garantis aux parties, je déchire. Si on ne règle pas l'affaire, tout est déchiré. Je ne parle pas à mes collègues qu'il y a eu une médiation, qu'on a parlé de telle chose. C'est secret, il recommence à zéro. Et pendant le temps où les parties sont en médiation, les délais d'appel, les délais pour faire les procédures sont suspendus. Pour pas qu'ils perdent de droits. Mais on essaie de faire ça très rapidement. À la cour d'appel, on essaie de leur donner une médiation dans le mois, quelques semaines, s'ils sont disponibles. Là, on les rencontre tout de suite pour ne pas allonger les délais. Est-ce que ça répond à votre question? Oui? Bom dia. Eu gostaria de saber pouquinho mais, a professora falou lá numa entrevista sobre o cumprimento das decisões, como funciona o poder do juiz, né, tanto quando ele constata problema para prevenção, para não se repetir, para não ter as chamadas demandas repetitivas, né? E também quando ele toma uma decisão, se o réu não cumprir, qual é o poder, como é que eles fazem para o cumprimento das decisões? Alors, les décisions de première instance, les décisions d'appel et même les décisions du tribunal administratif du Québec, c'est un petit peu différent pour le tribunal administratif. Je vais commencer par les décisions judiciaires. Quand un tribunal ordonne, par exemple, à la suite d'un congédiement d'un employé cadre, ordonne à l'employeur de payer 100 000 $, si l'employeur il a un délai pour porter l'affaire en appel. Une fois le délai d'appel, qui est de 30 jours, expiré, la personne peut faire exécuter le jugement en faisant saisir les biens de l'employeur ou de la personne qui doit payer. Alors, on peut faire saisir la maison s'il y a une valeur sur la maison, éventuellement faire vendre la maison, saisir les comptes de banque. Il y a un pouvoir de saisie et d'exécution pour tout ce qui est d'une valeur monétaire. Si, par exemple, c'est une décision du tribunal administratif du Québec qui est un congédiement, alors on peut déposer la décision du tribunal administratif du Québec, on la dépose au greffe de la Cour supérieure, qui est un tribunal judiciaire, pour faire homologuer cette décision-là, et elle est exécutoire de la même façon qu'une décision du tribunal supérieur. Et en matière de congédiement, s'il y a une réintégration dans l'emploi, un ordre du tribunal de reprendre l'employé au service, là, ça ne sert à rien de saisir une maison, mais il peut y avoir un outrage au tribunal. L'employeur qui refuse d'exécuter une décision peut être convoqué devant la Cour supérieure pour outrage au tribunal. Et s'il est trouvé coupable d'outrage au tribunal, mais pour être trouvé coupable d'outrage au tribunal, il faut une démonstration très claire du non-respect de la décision. Alors, il peut se voir imposer une amende, je crois que c'est jusqu'à 50 000 $ ou 10 000 $ pour un particulier, 50 ou 100 000 pour une entreprise. Et si c'est une personne, il peut même, à la limite, être condamné à une peine d'emprisonnement d'un maximum d'1 an. C'est très rare en matière civile, on essaie d'éviter ça, mais tant les décisions du tribunal administratif que les décisions, des tribunaux supérieurs sont exécutoires. Alors, j'entends les gens réagir pour la prison. La semaine prochaine, je siège à Montréal, à la Cour d'appel, et une des affaires dont on est saisi, c'est en matière familiale, mais c'est un appel. Une mère de famille, dans une affaire de divorce, refuse depuis des années que le papa voie la petite fille. Alors, madame a été convoquée devant le juge pour s'expliquer sur un outrage au tribunal, parce qu'il y avait une ordonnance de la Cour qu'elle laisse la petite fille voir son papa.
elle a pris toutes sortes de manœuvres pour ne pas le faire. Et le juge, c'est une dame qui avait peu de ressources. Le juge l'a condamnée à une petite amende de 50 $, je crois, et à 2 jours de prison. Et ça, c'est exceptionnel. Ça sera une de nos causes difficiles parce qu'il y a toujours un certain pouvoir discrétionnaire du juge de première instance qu'un tribunal d'appel doit respecter. Mais j'ai été presque 8 ans juge en première instance et j'ai fait beaucoup d'affaires familiales. J'ai jamais envoyé personne en prison. On essaie d'éviter ça au maximum parce que l'impact sur l'enfant, en fait, c'est évité dans presque tous les cas. Donc, ce sera une affaire intéressante que j'aurai à décider avec mes collègues si la maman va 2 jours en prison ou non. Alors, c'est ça. Mais on a un système qui est efficace, mais sauf que il peut arriver dans certains cas que la personne qui doit payer va déclarer une faillite. Et là, le jugement ne pourra pas être exécuté. Mais si la personne a des moyens, des biens, de l'argent, des immeubles, la personne qui a eu gain de cause peut faire exécuter le jugement et éventuellement être payée. Aqui ia faltar prisão para os nossos devedores. Mais alguma pergunta? Primeiro, parabéns pela exposição, foi muito enriquecedora para nós. Eu tenho um monte de perguntas, mas vou tentar reduzi-las aqui, apenas para a questão da class actions, das ações coletivas. Um juiz se deparando com um caso individual que tenha repercussão nacionalmente ou para uma coletividade, ele pode transformar aquele caso numa ação coletiva? 2, a execução da ação coletiva, depois de aceita, depois de decidida, essa execução é promovida pelo advogado que patrocina em favor dessa coletividade, dessas pessoas que não foram sequer nominadas no processo. E, nesse caso, esse advogado poderá cobrar honorários dessas pessoas que ele sequer conhece ou só da parte que perdeu a ação? E uma outra pergunta com relação ao Supremo. O Supremo julga 85 casos por ano, a Suprema Corte. E os casos que o Supremo não analisa são denegados imediatamente ou aguardam numa fila até serem julgados? Alors, il y a quand même quelques questions. On va les prendre une après l'autre. Donc, pour l'action collective, même si un juge réalise qu'il a une cause fort importante devant lui, qui peut avoir un impact national, le juge lui-même ne peut pas transformer une action individuelle en action collective. Par contre, chez nous, les affaires, particulièrement des tribunaux supérieurs et de la Cour d'appel et de la Cour suprême, ont valeur de précédent. Donc, une affaire importante pourrait être décidée sur un cas si c'est d'application générale pour l'interprétation d'un article du Code du travail, par exemple, et que la Cour d'appel décide de l'interprétation, c'est telle chose, tous les tribunaux vont appliquer la décision de la Cour d'appel. Alors, donc, c'est pas nécessaire d'avoir, dans un cas comme ça, une décision collective. Mais le juge n'a pas d'initiative. Le juge est là pour juger l'action qui se présente devant lui. L'exécution de l'action collective, c'est pas mal compliqué. Je pense, ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence. Il y a, quand ils obtiennent un jugement, tout au long du processus, il y a des avis dans les journaux, des avis publics. Un premier avis pour dire tel recours a été autorisé.
Si vous avez, par exemple, c'est pour faire, vous avez acheté une voiture de marque Mazda entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2012, et à tel endroit, vous pouvez vous inscrire au recours. Alors, les gens peuvent s'inscrire, mais même s'ils ne s'inscrivent pas, ils peuvent éventuellement être visés. Quand le jugement est rendu, il y a des nouveaux avis. Si vous vous êtes inscrit, vous allez recevoir maintenant par email des informations des avocats. Il va y avoir des publications dans les journaux qui expliquent comment le règlement va se faire. Et c'est le bureau d'avocats. Il y a plusieurs, ce sont en général des gros bureaux d'avocats organisés pour les recours collectifs, les actions collectives, qui mènent ces affaires-là parce qu'ils ont besoin, c'est sûr, là, d'avoir une bonne organisation. Ils ont l'argent en fiducie et ils distribuent. Mais une des choses, moi, que je déplore dans plusieurs cas, c'est que souvent, c'est les avocats seulement qui font de l'argent avec ça. Alors, ça dit entre nous. Mais dans certains cas où les montants sont tellement minimes, par exemple, s'il y a eu une grève des transports en commun à Montréal et que le juge, qu'il y a, je ne sais pas, 50 000 personnes visées par le recours et qu'on accorde un billet d'autobus par personne, alors ça peut valoir beaucoup d'argent. Mais pour chaque personne, ça vaut peu. Les gens ne font pas la démarche. Et donc, les avocats peuvent prennent un pourcentage. Ils se payent à même le montant qui est récolté. C'est pour ça que dans plusieurs cas, même si le fonds d'indemnisation ne finance pas un recours collectif, les avocats vont le prendre à leur risque parce qu'ils savent que c'est bon puis qu'ils vont avoir un montant. Mais l'exécution, c'est pas toujours facile de retrouver les personnes et souvent les juges vont prévoir quoi faire avec l'argent si c'est pas réclamé, s'il y a des restants. Et je dis que les avocats font des sous, mais c'est quand même contrôlé par les juges. À la toute fin, le juge doit approuver les honoraires et puis s'assurer que c'est en proportion du travail fait. Mais il y a un travail, il faut dire, gigantesque à faire dans plusieurs de ces affaires-là, des preuves difficiles, beaucoup de démarches pour mener à bien. Donc, ça explique que souvent, les frais d'avocat sont de quelques millions de dollars. Alors, la Cour suprême, 85 cas, non, il n'y a pas de dossier qui attend. Il y a un délai peut-être d'1 an et demi. C'est que la Cour suprême, tout ce qui va à la Cour suprême, ou presque tout, est sur permission de la Cour suprême. La Cour suprême du Canada n'entend que les questions d'intérêt national pour tout le pays ou pour le Québec. Donc, ils en entendent 85, pas parce qu'ils n'ont pas le temps d'en entendre plus. Ils se consacrent à dire le droit dans 85 cas de principe d'importance nationale. Ils vont choisir. Par contre, certains cas comptent comme si vous êtes condamné pour un meurtre premier degré, un meurtre prémédité. Là, je crois qu'il y a un appel direct à la Cour suprême. Ou si dans une affaire criminelle, il y a une dissidence à la Cour d'appel, il y a un appel de plein droit. Mais c'est exceptionnel. Tout le restant est sur permission. Alors, vous pouvez avoir une cause qui vaut 100 millions de dollars. La Cour suprême va dire « ça ne m'intéresse pas ». Et ils ne donnent pas de motif. Ils disent simplement « requête pour permission rejetée ». Point. Alors, donc, ma cour d'appel... particulièrement en droit civil, on est presque la Cour suprême parce que la Cour suprême entend une affaire par année en droit civil. Alors, la Cour d'appel du Québec et comme on est la Cour au Canada spécialisée en droit civil, on est la décision finale dans 99,5,8% des dossiers. Alors, est-ce que ça répond? Mais alguma questão? Aproveitem, como disse o Lúcio ontem, com o Jesus. A Julie está aqui só hoje.
Julie, sobre a questão do acesso à justiça. Na essência, o modelo que você nos escreveu dá claramente a percepção de que a sociedade encontra uma resposta para as suas questões, mas ela não é necessariamente pela via judiciária, pela via do modelo judicial, que é o modelo brasileiro. Eu queria perguntar sobre essa questão, se a sociedade tem uma compreensão desse funcionamento de uma forma pacífica em termos de solução da problemática, e a questão dos custos do processo judicial. Nós tivemos agora a reforma trabalhista e uma das grandes polêmicas é a questão do acesso à justiça no que se refere ao pagamento dos custos, dos honorários advocatícios, inclusive com uma ação no Supremo sobre a constitucionalidade desta questão. Então, só uma breve pontuação sobre a questão do pagamento do processo judicial. En droit du travail, devant le tribunal administratif du Québec, les parties payent leurs avocats. Sauf, comme je vous l'ai expliqué, si un salarié n'a pas reçu son paiement pour son salaire minimum, qui est de 11 $ de l'heure au Québec, ou de temps supplémentaire, la commission va le représenter sans frais devant un tribunal judiciaire pour obtenir le paiement. Mais les cas sont limités, sont prévus dans la loi. En général, même devant le tribunal administratif du Québec, les parties paient leurs avocats ou se représentent seuls. L'État va payer un avocat seulement pour les plus démunis. Il y a un seuil de revenus qu'il ne faut pas dépasser. Il faut demander, on appelle un mandat d'aide juridique. Alors, seulement les plus démunis ont droit à ce mandat-là et ont droit d'avoir un avocat et l'aide juridique peut refuser des mandats. Si la cause n'a pas de chance, si c'est frivole et en certaines matières, ils vont refuser. Mais dans d'autres matières, pour un congédiement, je ne connais pas les règles plus particulières de ça, là, mais ils ont certaines règles, ils en acceptent certains, ils n'en acceptent pas d'autres. Mais vous savez, on travaille fort au Canada. Effectivement, depuis au moins 10 ans, le thème de l'accès à la justice est sur toutes les lèvres, dans le milieu judiciaire et dans la société. Mais on a encore du travail à faire parce que la justice est très chère pour les parties et elle est difficilement accessible à la classe moyenne pour une certaine catégorie d'affaires. Le droit du travail est un peu plus accessible, mais si vous avez un problème avec votre maison, qui a des problèmes d'eau, d'infiltration et que vous voulez poursuivre celui qui vous l'a vendu, c'est très cher pour la personne, la classe moyenne. Donc, on travaille à essayer de simplifier les procédures, de diminuer les délais, mais c'est, comme on dit en anglais, un work in progress. On travaille tout le temps sur ça. Et il y a eu une grande crise chez nous l'an dernier en droit criminel. J'en ai parlé un peu hier soir à certains. La Cour suprême a mis un chiffre sur... La Constitution dit qu'on doit être jugé dans un délai raisonnable en matière criminelle. La Cour suprême a mis 18 mois comme délai raisonnable devant la Cour du Québec et 36 mois en Cour supérieure, ce qui a fait en sorte que plusieurs procès ont avorté. Alors là, on passe là, les ministres de la Justice à travers le Canada se sont réveillés. Ça prenait un grand son de cloche, ils l'ont eu. Et là, l'État remet de l'argent dans le système et on tente d'améliorer. Parce que je constate, entre autres, que pour l'informatique, vous êtes plus loin que nous, on est rendu au Québec. On a encore les dossiers en papier. On commence à la Cour, là, on obtient une copie électronique, mais tout se fait encore en papier. Alors, là, il faut qu'il y ait de l'argent qui soit remis dans le système, mais on travaille fort à essayer d'améliorer le tout. Muito obrigada, Julie, mais uma vez. Nós estamos saindo daqui, como realmente eu disse, muito mais enriquecidos do que nós pensávamos.
que sairíamos. Uma salva de palmas, mais uma vez, para a nossa querida Julie Denis.